Vous écoutez Seriland et dans cet épisode, je vous propose un grand entretien avec le scénariste Éric Bendzekri qui va nous offrir une plongée au cœur de la fabrication d'une série française remarquable, Baron Noir. Éric Bendzekri a longtemps évolué dans la vie politique française auprès de Jean-Luc Mélenchon, alors ministre de l'Éducation, ou encore de Julien Drey. Il connaît tout du jeu politique, surtout il croit encore à la politique, à cette capacité qu'elle a à changer la société. Il y a quelques jours, j'apprenais qu'après 3 saisons et 24 épisodes, Baron Noir tirait sa révérence. Il n'y aura donc pas de saison 4. Je me suis dit que l'histoire était effectivement finie, que le final de la 3e saison, diffusée en février dernier, était d'une telle force qu'il valait mieux en rester là. Ne pas céder à une énième saison qui risquait de nous faire glisser lentement vers une dystopie, alors même que Baron Noir excellait par son réalisme. Mais je n'avais pas imaginé à quel point mettre fin à cette aventure était un bouleversement pour Éric Bendzekri, lui qui a consacré une partie de sa vie à créer cette série. Je m'appelle Eva et je reconnais être passionnée par la politique et être passionnée de politique. La politique au sens noble, mais aussi la politique des petites querelles de personnes, celle des trahisons, des compromissions, formidable matière première pour les séries. Autant dire que je me suis jetée sur Baron Noir en 2016 quand la série a été diffusée pour la première fois sur Canal+. La vie et la carrière du député-maire de Dunkerque, Philippe Rickwart, celle de la future présidente Amélie Doron-Deux ou encore celle de Michel Vidal, président du mouvement Debout le Peuple, m'ont fascinée. Des dialogues écrits comme des discours de meeting, des rebondissements, mais aussi une appréhension très précise de la vie politique française finissaient de me convaincre de la qualité de cette série. Vous allez découvrir dans cet épisode comment Éric Bendzekri a travaillé chaque détail de ces 3 saisons. Vous entendrez aussi son émotion, ses silences quand les mots viennent buter au fond de la gorge. Il nous a dévoilé les coulisses de la série et surtout son désir d'exactitude jusqu'au boutiste qui explique pourquoi Baron Noir est et demeure une grande fiction politique. Attention au spoil, avec Éric Bendzekri, on a tenté de résister, mais on a un peu dérapé. Pour débuter, j'avais très envie de savoir quelle était la première scène imaginée et la première scène écrite. J'en ai aucune idée. Non, mais la première scène imaginée de Baron Noir, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a eu plusieurs qui ont été jetées, d'abord par Jean-Baptiste Delafont, le co-créateur, et moi-même, voire par le producteur Thomas Bourguignon, voire par la chaîne. Je ne sais pas, il y en a eu plein. Mais je me souviens de la première scène réelle, celle que vous avez vue à l'écran. Et le cahier des charges, je peux vous en parler, il est simple. Euh, c'est une série politique. C'est compliqué. Donc, comment faire pour le rendre attrayant? Il faut tout résumer en une scène. Le niveau d'enjeu. Donc, le niveau d'enjeu, on revient. C'est pour ça que c'est la boucle avec la saison 3. C'est l'élection présidentielle. C'est autour de la vérité et du mensonge. Et en fait, la première scène, on voit Niels, Arestrup et Cad sur le toit de la Défense avant le débat, et le conseiller coach le candidat, et il lui ment pour le rassurer. Il lui dit que demain, ils vont dans je ne sais plus quelle ville de province, qu'il va dormir là, que c'est une charmante bourgade, et qu'il s'arrêtera dans un hôtel à Nemours, un 3 étoiles, tenu de façon exceptionnelle par Ginette la Doucette. Et il lui dit, Niels, il lui dit, mais tu racontes n'importe quoi. Il dit, oui, mais je dois pas être loin de la vérité. C'est le cœur du sujet. Merci Éric Bendzekri pour cette description et bonjour, bienvenue dans Bonjour, Seriland. merci de m'avoir invité. Après cette évocation des débuts, une question sur la fin. Est-ce que vous avez d'abord dit au revoir à vos personnages ou est-ce qu'ils sont encore un peu en vous? Vous êtes un peu ému. Ah ouais, ils sont encore en vous en fait. Mais alors, on a compris, il n'y aura pas de saison 4. Et j'avais une question qui va peut-être vous paraître un peu décalée, mais est-ce que le confinement y est pour quelque chose? Oui, sans doute. Mm, Pas exactement. Pas le confinement. Le Covid, sans doute. C'est-à-dire l'impossibilité d'avoir un jeu politique qui continue à vivre. Parce que tout est bloqué, tout est arrêté. Euh, c'est très difficile de voir où on va et même de formuler des hypothèses. Donc, à partir de là, la matière première de Baron Noir s'éteint. Mais c'est temporaire. Ça pourrait revenir. La vraie raison,
c'est la mort d'Amélie de Randeux. C'est la vraie raison. Vous savez que dans Série Land, il n'y a pas de spoil normalement. On l'a pas dit. On mettra un petit bip. On La mettra un mort bip. de bip. C'est la mort d'un des personnages principaux, voilà, qui tenait la série autant que l'autre personnage. Et pour moi, il y a une boucle qui s'est fermée. Il était possible de continuer avec un nouveau cycle. Sans doute, c'était possible. Mais moi, je ne crois pas qu'il faille toujours continuer pour continuer. Je pense qu'aujourd'hui, les séries très puissantes sont les mini-séries. Je pense que c'est quelque chose de nouveau, la série. En fait, c'est pas... Je veux dire, depuis qu'on a vu Les Sopranos ou Oz, bon, il n'y a pas tellement d'années qui se sont écoulées et ça va très vite. Voilà. Et quand vous voyez Big Little Lies, c'est impactant. Quand vous voyez Plot Against America, c'est impactant. Quand vous voyez The Night Of, c'est ça? Bon, voilà, ce sont des mini-séries. Et il y a tellement d'offres que je ne crois pas qu'il faille forcément prolonger ce qui s'est passé avant avec les 8, 9, 10 saisons. Je crois qu'on n'en est plus là. Je pense qu'il faut être encore plus puncher dans la narration. Je pense qu'il faut inventer des nouvelles narrations à l'intérieur de ce cadre sériel. C'est très dur. Je ne sais pas si je serais capable de continuer à le faire, mais j'ai l'impression qu'avec Baron Noir, on a fait quelque chose de différent. Il faut continuer à faire quelque chose de différent. Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur cette aventure Baron Noir, et notamment avec un extrait de la saison 1, épisode 4. Philippe Rigvart tente de contrôler un mouvement d'étudiants, des lycéens d'établissements professionnels, et il discute avec le leader du mouvement. Smile, calme, sérénité. Parce que toi, si tu t'énerves, tu deviens vite une racaille. Pour tout le monde, tu comprends ça? Détente. Oui, Ok, tu c'est sais bon. ce que ça va être le débat? On le sait tous ce que ça va être le débat. Quota ethnique égale discrimination positive, égale communautarisme, égale ghetto, égale islam, égale djihad. Non mais djihad, non mais attends. Non mais djihad, ça fait quoi le djihad dedans là? T'as un casier, non? Un casier judiciaire? Un casier ou pas? T'es sérieux là? Bah, tu vois, quand tu veux. Voilà. Dis-moi par hasard, ça me regarde pas, hein. Mais tu serais pas allé t'entraîner en Syrie par hasard? Ah non. Ils m'ont pas laissé passer les mecs à la frontière turque. Ouais. Voilà. Ils m'ont dit pas assez de barbe. Tu vois? Ouais. Pas assez typé. Ouais. Mais toi t'as la barbe. Ouais, j'ai la barbe. Toi, tu peux aller en Syrie. Moi, j'ai l'âge d'avoir la barbe. D'ailleurs. Toi, c'est du duvet que t'as là. Regarde-moi ce que t'as là. Tu vois ça? Même si tu laissais pousser, ça Plusieurs pousserait pas. raisons de retenir cette scène, Éric Benzekri. D'abord parce que je trouve le dialogue savoureux avec Admirad et ce leader des mouvements étudiantins. Mais surtout, c'est que cette scène elle est très ancrée dans le réel, mais jusqu'à quel point d'ailleurs? Vous pouvez nous le raconter? Est-ce que ça fait écho vraiment, comme on a pu le lire, au mouvement lycéen de 1990? Ça fait écho au mouvement de lycéen 90, ça fait écho au mouvement étudiant de 86, au mouvement contre le CIP, à tous les mouvements de jeunes. En fait, c'est un peu toujours la même chose. Non, mais je veux dire, il y a des archétypes, il y a une façon qui est toujours la même. La façon qu'a de naître un mouvement, puis de plafonner, puis de régresser, le moment où il faut négocier, tout ça, on le connaît, on sait. Et d'ailleurs, le président de la République, Niels Laugier, explique, il y a une courbe. Et CAD aussi, je crois que c'est en montage parallèle. Ça doit être en montage parallèle. Voilà, à quel moment on annonce la manif nationale, à quel moment... Bon, toutes ces choses-là existent. Et en fait, ce n'est qu'une sorte de concentré pour en montrer toute la drôlerie, mais toute l'importance aussi. C'est étonnant la façon dont vous en parlez. Je vous vois souvent fermer les yeux et j'ai l'impression que vous imaginez la scène et que vous refaites la scène en vous répétant un peu la structure en question de la séquence. Ouais, c'est ça. C'est ça? Beaucoup de commentateurs et de journalistes ont voulu identifier vos personnages à des personnages réels. Un peu comme je viens de faire d'ailleurs avec, avec ce mouvement. Mais au fond, ça n'a jamais été votre volonté. Vous vouliez surtout raconter 30 ans de politique française. Enfin, je dis 30 ans, en tout cas une période de la politique française. C'est bien ça? Oui, c'est vraiment ça. D'ailleurs, les inspirations, c'est le cas pour toutes les séries, pour toutes les œuvres, quoi qu'il arrive. Il y a des inspirations. Après, je crois que quelque chose de réussi, c'est lorsque les héros, les personnages s'émancipent. C'est le cas. La 3e saison de Baron Noir, j'ai peu entendu Julien Dray, vous voyez. On n'en parle plus vraiment. Alors qu'on vous en parlait beaucoup, notamment lors de dans la la première saison. mais c'est normal parce que c'est un choc aussi. Ça se faisait pas en France de faire ça. Or, nous, on a un shaker avec mes co-auteurs.
et puis on met plein de bouts de personnages et plein de bouts de réel, on mélange tout et puis on voit ce qu'il en ressort. Mais peut-être qu'on vous a parlé de Julien Drey aussi, parce qu'on connaissait votre parcours professionnel. Vous avez été, notamment aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, quand il était ministre de l'Éducation, vous avez travaillé avec Julien Drey. Est-ce que la défiance à l'égard du politique, qui est un peu sous-tendu dans Baron Noir, c'était votre propre défiance que vous Non. mettiez à l'écran? Pas du tout? Non. En fait, moi, j'ai pas de défiance par rapport à la politique. J'ai même un profond amour pour elle, et je veux pas qu'elle disparaisse. Donc, non, non, pas du tout. Par contre, je pense qu'on peut pas parler de politique et dire attendez, ça sert quand même à quelque chose cette histoire, sans partir du sentiment et même du ressentiment qu'ont les gens à son égard. Si vous voulez, si on commence par décrire un monde de bisounours où tout va bien et où tous les hommes et toutes les femmes politiques sont formidables, personne ne regarde. Donc j'ai perdu d'avance. Donc il faut commencer avec des bifetons plein la poche de Rick Vart. Donc vous n'avez pas Et réglé... on aboutit au débat qu'on a Oui. entendu tout à l'heure. Et vous n'avez pas réglé de compte avec d'anciens camarades à travers la série? Aucun, mais d'ailleurs, je me suis froissé avec personne. Je veux dire, j'ai vraiment... Baron Noir a même été une occasion pour moi de renouer avec des amitiés que j'avais perdues de vue. Est-ce que ça vous a redonné goût à cette politique-là et envie d'y retourner? Non, c'est pas pour moi. Pas pour vous. Ouais. Dans le précédent épisode de Série-Land, on a évoqué les séries américaines qui adorent parler de politique et de la Maison-Blanche, parfois dans une vision très complotiste de la politique. Je pense à House of Cards, par exemple. Tentation à laquelle vous ne cédez pas du tout dans Baron Noir. Peut-être un tout petit peu avec le personnage de Mercier dans la saison 3, mais est-ce que tout au long de la création de Baron Noir, vous vous êtes méfié de ça, vous vous êtes mis des garde-fous? Ne pas évoquer les attentats, par exemple, ne pas évoquer certains complots qu'on aurait pu imaginer. Les attentats, ils sont quand même assez présents dans la saison 2. Oui. Il y a d'ailleurs un attentat imaginé dans une école de police à Roubaix, si je me souviens bien. Mais c'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le complot, c'est comment naît le complot. C'est-à-dire, c'est comment comment on va agréger des opinions autour de ça. Ce qui m'intéresse, c'est la fabrique des opinions et la mécanique de leur développement. Il y a une mécanique, il y a quelque chose de quasi mathématique, d'algorithmique. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est depuis les réseaux sociaux à ce point, quoi, que les complots non pas ressurgissent, parce qu'ils ont toujours existé, mais qu'ils prennent une telle importance dans le débat public. Ce n'était pas le cas avant. Voyez, avant, lorsque vous aviez un complot évoqué au Café du Commerce, bon, bah, c'était le Café du Commerce. Maintenant, le Café du Commerce, comme il est sur le téléphone de tout le monde, ça devient un petit peu plus chaud. Et c'est ça qui m'intéresse. Je pense qu'il y a un vrillage au cœur de la question démocratique aujourd'hui. Alors, vous parlez de modèles quasi économiques, quasi mathématiques. Oui. Justement, je voudrais qu'on écoute un extrait et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais le vocabulaire de la politique est très présent dans Baron Noir, quitte à ce que le téléspectateur ne comprenne pas forcément de quoi on parle. J'ai besoin que tu m'aides à lire un Cali. Alors t'es monté pour rien. J'ai arrêté les politiques. Toi compris. C'est seulement cas de focus. Philippe, je fais plus les politiques. Et encore moins sur la base de focus gros que j'ai pas moi-même sélectionné. Tu sais très bien que ces J'ai imbéciles... assisté à un Cali sur moi. Un check-up complet. Aïe. Derrière la glace Santin. Kallenberg. Il a fait ça pour me casser le moral. Il a réussi? Pourquoi il t'a fait faire un check-up? T'es candidat à quoi? La présidentielle. D'abord le parti, puis la présidentielle. Mais j'ai payé, moi. J'ai été en tôle. Combien de temps je vais devoir payer? J'ai été moi-même chez les flics. Il y a eu 0 enrichissement personnel. Ça t'a un peu cassé le moral quand même. Naïma, je suis pas bien, là. C'est comme si j'avais vu plein de tumeurs sur la radio. J'ai besoin de savoir si c'est grave, sinon je vais devenir fou. Alors, des focus, des calis, des glaçons-teints, on n'est pas toujours au courant de tout ce qui se passe dans les cuisines de la politique. Vous le faites un peu exprès, d'utiliser ce vocabulaire technique à ce point-là. Oui, alors je dois préciser quand même qu'il y a une scène avant Oui, où on voit bien sûr, ce qui se passe, le effectivement, focus group, tout à donc fait. en fait un sondage, mais
un sondage de ce qu'on appelle de verbatim, c'est-à-dire avec des gens qui parlent à propos d'un homme politique et qui donnent leurs sentiments à son propos. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. J'aime ça. Il paraît que c'est Urgence qui vous a donné c'est envie de faire ça. C'est ce que j'allais dire, c'est Urgence. Urgence, on comprend rien. Je veux dire, C'est c'est vrai. des médecins. Et honnêtement, si on comprenait un médecin au bloc, je serais très inquiet sur le niveau de l'opération. Donc, si on comprend un homme politique parler d'économie, c'est qu'il y a un souci. Qu'on le comprenne quand il s'adresse à nous, d'accord, mais entre eux, ça voudrait dire que n'importe qui peut être président. Ce n'est pas le cas. Alors, vocabulaire technique, mais pas seulement, Éric Benzekri, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Baron Noir. C'est la grande qualité de la série, c'est cette qualité d'écriture et des dialogues. Extrait de la saison 2, épisode 4. Point 1. Dans ton programme, il y a l'interdiction du cumul des mandats dans le temps. Et toi, sans attendre de voter les lois, tu l'appliques à ton parti. Quitte à ce que ça te coûte la majorité. Vous n'avez pas le couteau. Si, la politique, c'est comme le jazz. Quand tu fais une fausse note, faut que tu insistes dessus. Et là, ça devient une impro culte que tout le monde essaie de placer. Ce que tu as fait avec les cumulats, c'est pas une faute politique. C'est un acte de courage absolu, de cohérence totale entre le programme et les actes. Les principes d'abord. Voilà comment tu gouvernes. Moi qui suis fan de jazz, je ne pouvais pas passer à côté de cet extrait. J'ai cru comprendre que vous étiez un forçat, Éric Benzekri, quelqu'un qui travaille énormément. Et j'imagine que chaque mot de chaque phrase est pesé. Est-ce que c'est le cas ? Ouais. Tout à fait. Ça vous émeut, en fait, de reparler de Baron Noir, de réentendre des extraits comme ça ? Ah oui, à ce point-là ? Ouais. J'avais pas du tout envie de vous faire pleurer, hein, vous êtes bien d'accord. Hein. Non, mais c'est parce que je suis un dingue. Parce Ouais. qu'on vit, vous vous rendez compte, on est là, on est... Cette saison, la dernière, on l'a écrite à 4. Il y avait Raphaël Chevènement, Olivier Demangel, Thomas Finkielkraut et moi. On est tout le temps dans une pièce, ça dure de 9h à 18h30. Plus, moi, il m'arrive de me réveiller la nuit, d'écrire la nuit, de tous les week-ends. Après, il y a le tournage parce qu'on est sur le plateau. Ensuite, il y a le montage parce qu'on le fait aussi. Et ensuite, il y a la promo. C'est-à-dire, C'est 24 heures moi, sur 24. j'ai Quoi. vécu 8 Ouais. ans là-dedans. Non, mais je Donc, comprends. évidemment, ça m'émeut. Ouais. Et je me souviens de cette histoire de jazz. Mais cette histoire de jazz... C'est vous elle qui l'avez écrit, cette phrase ? Oui, celle-là, il se trouve que c'est moi. Mais comment vous dire ? En fait, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de parler de culture populaire. Or, quand vous faites du storytelling, et c'est ce que font les hommes et les femmes politiques dans Baron Noir, c'est du storytelling. En fait, la politique, qu'est-ce qui lui reste ? Comme on est à l'âge de l'impuissance, je pourrais vous faire toute une théorie, mais je la fais un peu. Vous avez l'Union européenne. Oui. Vous avez la mondialisation au-dessus de l'Union européenne. Vous avez en dessous de la nation, vous avez la délocalisation, la décentralisation. Donc vous avez un pouvoir central qui est complètement rongé de toutes parts. Donc vous avez le sentiment qu'il y a une impuissance. Et peut-être même que ce n'est pas un sentiment. Peut-être qu'il y a vraiment une impuissance de la politique aujourd'hui à agir. Vous voyez, je mets beaucoup de guillemets, mais tout le monde sait que ce que je dis, en réalité, c'est une affirmation. Donc qu'est-ce qui reste pour essayer d'agir et d'être performatif sur le réel, c'est les mots. Donc le storytelling, en réalité, vous voyez, aujourd'hui, vous avez le président qui va intervenir, ou je ne sais pas quand, est-ce qu'on va reconfiner ? C'est du storytelling. Quand est-ce qu'on le fait ? Quand est-ce qu'on l'annonce ? Est-ce qu'on annonce quelque chose pour pouvoir annoncer autre chose ? Voilà, c'est décortiquer tout ça qui m'intéresse. Donc le jazz, c'est exactement ça. Voilà. On est C'est d'accord. que le verbe compte. Voilà. Et même, il est moteur et central. Donc, c'est une série qui s'écrit. Et quand on dit elle est trop écrite, peut-être que oui. Mais si elle était moins écrite, alors elle ne correspondrait pas au milieu qu'elle dépeint. Et puis, c'est aussi une série avec des femmes, avec des histoires de femmes. Elles sont très présentes. Je Ouais. pense aux personnages de Véronique Bosso ou d'Aurore Duprat qui sont très attachantes. Puis, il y a quand même Madame la Présidente. Et on écoute Madame la Présidente. Je suis présidente de la République. C'est une qualité, pas un défaut. Alors, pour un homme, oui, peut-être. Pour une femme, c'est plus compliqué. Le qualificatif femme n'est mentionné qu'à la 7e position par tous les focus group. Si le nom d'Amélie de Randeux évoque ma politique avant mon sexe, je m'en félicite. Et je vous suggère d'en faire autant, madame. Au moment de votre élection, vous étiez avant tout la première femme présidente de la République. Mais les études sont claires, on a beaucoup Je ne perdu suis là-dessus. plus la première femme présidente de la République. Peut-être plus une femme du tout. Non, bien sûr. Mais le fait que les Français ne vous connaissent pas de compagnon, par exemple, est un réel handicap. Au fond, on ne sait pas qui est la femme derrière la présidence. Vous allez faire quoi ? M'inscrire sur un site de rencontre ?
Ce que je comprends là, c'est que votre féminité est un atout, Amélie, pas un obstacle. Karine Le Marchand, une ambition intime. Ce format a beaucoup plu. Aucun politique n'a eu à s'en plaindre, bien au contraire. Bon, allez, ça va, j'ai du travail. On parlait de storytelling, Éric Benzikri, alors là on est en plein dedans, mais j'ai pris ce passage surtout parce qu'on parle de femme et de l'image de la femme, et parce qu'au-delà de ça, je me demandais dans quel contexte vous avez écrit Baron Noir, parce qu'on sait qu'on était dans le mouvement féministe, le renouveau du mouvement féministe, c'était aussi l'arrivée de Trump, c'était le Brexit en Angleterre. Est-ce que tout ça vous a nourri ou a conditionné l'écriture de la série ? Oui. Non, mais vraiment, la matière première, pour nous, c'est l'actualité. Et en fait, on essaye de tout intégrer, mais de le digérer. Mhm. Donc, en fait, ce que les journalistes n'ont pas, c'est-à-dire le temps long, parce qu'ils doivent produire tout de suite le papier qu'ils écrivent sur le sujet, nous, on l'a. Parce qu'on peut réécrire. Voilà. Maintenant, cette scène, parce que c'est très intéressant, je suis abonné à plein de trucs, de sondages, d'études, voilà, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'opinion. Donc, j'avais lu un sondage où il était question de qualificatif femme. Bon, moi, j'ai 2 petites filles. Bon, je veux dire, j'ai pas envie que femme soit un qualificatif. C'est une honte. Donc, et en fait, les gens de ce métier ne se rendent pas compte à quel point tout est technicisé, tout est catégorisé, tout est matérialisé, alors qu'en fait, il s'agit d'êtres humains. C'est comme les statistiques sur l'immigration, voyez-vous. Mhm. En fait, derrière, il y a des gens, il y a des vies. Bon, alors, donc là, il y avait qualificatif femme, et pour aussi les émissions télé, vous voyez, il y a le format. Et en fait, moi, je m'intéresse vraiment aux mots en tant que tel, et le format, le qualificatif, enfin bon, c'est très dur. Hein, je trouve en fait tout ça très agressif, et donc la scène est venue du qualificatif femme. Souvent, c'est un bout de dialogue ou un mot qui font naître une scène chez nous. Alors, en parlant de cette femme présidente, bon, maintenant on peut le dire, parce qu'on l'a dit au début de cet épisode de Série Land d'Éric Benzikri, elle meurt. Comment on annonce la mort d'un personnage à son actrice ? Peut-être que vous ne lui avez pas dit d'ailleurs. Bah non. Vous ne lui avez pas dit tout de Non. suite. Bah d'abord, je le savais pas moi-même. Vous commencez le tournage de la saison 3 sans savoir exactement Ah oui. à quoi va ressembler la fin. On tourne les 4 premiers épisodes alors qu'on a écrit 5 épisodes. Donc il faut écrire les 3 derniers alors qu'on tourne. Et on ne savait pas comment ça allait finir. L'idée est venue assez tard. On a d'abord lutté contre, alors que c'était l'évidence narrative. Bon, donc au début, elle était entre la vie et la mort. Donc, et d'abord, c'est un cliffhanger, donc ça ne m'allait pas. J'avais envie qu'on laisse la porte ouverte de la fin de la série. Mais surtout, enfin, je veux dire, c'est inélégant de faire ça, je trouve. Mais surtout, ça ne ressemblait pas au personnage. C'est-à-dire, je peux dire, Oui, allez-y. si elle se tue, Ouais. elle réussit. Mhm. Voilà. Je crois pas que ce personnage-là puisse se rater si elle se suicide. Et je pense que c'est pour ça que cette fin est extrêmement réussie. Un mot sur le casting. Une série qui a d'ailleurs permis à Cadmerade quand même d'être nommé aux Emmy Awards. Il en est très fier. Est-ce que vous avez d'abord participé au casting, ou est-ce que vous avez découvert les comédiens, et est-ce que vous avez été étonné de Cadmerade, par exemple ? Non, on a participé au casting, et cette histoire était déjà dans les journaux, mais quand, en fait, Canal, et ils avaient raison, cherchait un acteur populaire pour contrebalancer le fait de faire une série politique aussi technique. Voilà, donc on avait une liste d'acteurs, et puis à un moment, bon, le nom de Cadmerade sort, et moi j'ai dit, mais enfin, ça va pas ou quoi? Comment ça, Cadmerade? Voilà. Cad, d'ailleurs, maintenant on est assez liés, on s'aime beaucoup, et il me le rappelle tout le temps, tu voulais pas de moi, t'es un connard. Bon. Et je m'excuse platement en rougissant à chaque fois. Mais il y a eu des essais, et c'était dingue. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes de visionnage des essais, moi j'étais
je veux dire, j'aurais pas pu imaginer mieux parce qu'il y a un côté animal. Ça allait au-delà du flow. C'est juste son physique, quoi. Je veux dire, il y avait quelque chose. J'ai vu des gens comme ça en politique toute ma vie. C'est-à-dire une puissance, quoi. Une puissance et sa façon de dire un certain nombre de mots qui me. À la fin, je l'entendais lui, donc c'était un bonheur de le dialoguer, quoi. Vraiment, il y a eu une fusion. Il y a eu une fusion. C'est extrêmement important dans les séries de pouvoir arriver Oui, à ce niveau-là de collaboration entre le comédien Ouais, et voilà. le scénariste. Ouais, voilà. Ouais. Et il n'y avait jamais un mot de trop chez lui. C'était un respect profond. C'est super, quoi. Il y a une petite question rituelle que j'aime bien poser aux scénaristes et aux réalisateurs, enfin surtout aux scénaristes. Comment vous avez choisi les prénoms et les noms de famille de vos personnages? Alors, moi, souvent, je prends pour les noms de famille, on regarde les noms de communes françaises, les noms de vins. Non, Oui. mais voilà. Pour Rigvart, on cherchait des noms de Dunkerque. Donc, on regardait les patronymes à Dunkerque. Et on a pris un nom de milieu de tableau, genre le 47e ou le 49e, des choses comme ça, des choses insondables. Euh, les prénoms, on regarde beaucoup les années de naissance avec les prénoms. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais les régions, l'origine sociale joue. En fait, et en dernière saison, comme j'avais plus le temps de m'occuper de ça, parce que j'étais vraiment tout le temps en retard sur tout, et puis il y a eu quand même des choses importantes, quoi, hein, les gilets jaunes, tout ça, Oui. il fallait que j'analyse et je digère. Donc je demandais souvent à des copains, je disais, comment t'appellerais, tu préfères ça ou ça? Et on me le dit. Et puis, Et Amélie Dorandeux, vous en souvenez de ça ou pas? non, mais Doran 2, c'était un de mes profs d'éco à Sciences Po. D'accord. Ah, parce que je trouvais qu'il y avait une connotation Dieu. Enfin, vous voyez, si on ne prononce pas Ben, moi forcément très aussi. bien. Ah, on est d'accord. Je ne l'ai pas totalement rêvé. Vous me Mais rassurez. personne ne le sait, mais voilà, je vous le dis, c'est un nom qui me trottait dans la tête comme ça, je sais pas pourquoi. Et Amélie, bah, c'est la chanson de Laurent Voulzy, Amélie Colbert. Est-ce que vous avez fait un casting pour la ville aussi? Parce que Dunkerque est extrêmement importante dans la série. C'est Avec, un mon- personnage à part entière quasiment. Oui, avec mon co-auteur, on est Jean-Baptiste Delafont, on est mon co-créateur, pardon. On est au début, il fallait une ville industrieuse de gauche, incarnant le crépuscule des fédérations socialistes toutes puissantes. On a cherché, et puis on cherchait en même temps quelque chose de graphique, de beau. Saint-Nazaire, les chantiers navals. On a pensé au Creusot, on regardait tout ça. Et puis on a pris nos voitures, on a été à Dunkerque. Bon, là, quand on a vu les grandes cuves, vous voyez, dans la Oui, tout première à fait. saison, il y a le jeune syndicaliste Qui se suicide. Voilà, ouais. quand on a vu qu'au bord de la mer, on voyait les usines des deux côtés, bon là, c'était. Voilà. Et après, bon, j'ai fait mon Benzécris, c'est-à-dire que j'ai regardé tous les résultats électoraux, ville par ville, et je me suis dit que là, il y avait ce qui m'intéressait, c'est-à-dire les phases de gentrification qui rentraient, un début de boboisation dans le cœur de centre-ville de Dunkerque, mais à côté, une forte polarisation entre Front National dans les élections nationales et gros vote de gauche radicale aux élections locales. Donc j'ai trouvé qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour dépeindre ce qui était en train de se passer comme tectonique électorale. C'est incroyable ce que vous êtes en train de raconter, vous le savez. D'aller dans le détail à ce point-là, d'aller regarder les résultats électoraux bureau par bureau pour coller oui, à la non, mais réalité de la fiction. Bah ouais. Non, personne ne serait venu vous reprocher de faire la même fiction dans une ville du Nord où il n'y avait pas les mêmes résultats électoraux que... Bah si, nous, Oui, vous. Il n'y a que vous qui l'aurez su. peut-être. Mais il fallait aller jusqu'au bout de ça. Oui, je pense qu'il faut. Loin de nous comparer mais je crois que c'est ce que nous apprend la série sur The Wire. Wire. Bien sûr. Je Alors, pense qu'il y a quelque chose du réel. C'est pour ça que le temps de préparation, mais ça répond aussi à la question. Je sais que vous voulez me poser une autre question, mais vous voyez, la saison 4, il faut travailler. Donc, il faut tout lire. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut prendre du temps. On ne peut pas faire des séries juste pour avoir un contenu. Et moi, en tout cas, peut-être je pourrais le faire, mais pas bien. Donc, il faut prendre le temps de l'enquête.
Alors justement, on va revenir sur The Wire. Je voudrais qu'on termine cet entretien avec 4 affirmations. Vous allez me dire si c'est de l'info ou de l'intox. Est-ce qu'il est vrai que vous avez chronométré des épisodes de The Wire ou encore des Sopranos pour comprendre le rythme de ces séries américaines? Totalement info. Ah ouais. Donc, Là, non seulement je l'ai beaucoup fait, et je dirais pas que je le fais encore parce que j'ai plus le temps, mais je prends des notes, ouais. et vous chronométriez quoi à l'époque? C'était à quel moment le personnage entre dans l'action? À quel moment il y a des interactions sociales, etc. Combien de temps on peut se permettre de plus voir le personnage principal à l'écran? Au bout de combien de temps 2 intrigues qui ont été lancées dans les 5 premières minutes se croisent? Ce genre de choses, ouais. Et donc je le matérialisais avec des lignes. Elle d'ailleurs, elle ne se retrouve pas exactement dans Baron Noir, mais Baron Noir a trouvé sa propre construction au fur et à mesure, et notamment grâce au montage qui a beaucoup été fait par Thomas Bourguignon, mon producteur, et c'est là qu'on a... Voilà, en fait, l'écriture, au bout d'un moment, a fusionné, et en particulier dans la saison 3, avec ce qui avait été fait dans les 2 premières saisons au niveau de l'image. Alors je pense que ça va être une info aussi. Si vous voulez, Oui. pardon, mais Non. si vous voulez, le scénario est très important, bien sûr. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'image à la fin. Et donc, chronométrer l'image est mieux que d'apprendre en lisant un scénario. Est-ce que vous avez toujours été satisfait de ce que vous avez vu à l'écran? C'est-à-dire, chaque scène que vous avez pu imaginer, c'est ce que vous avez ensuite vu à l'écran, où il y a eu des scènes où vous ne vous attendiez pas, alors de façon plutôt positive ou négative? Les 2 cas, Ouais. les 2 cas sont arrivés, mais la plupart du temps, le fait qu'on soit quand même assez dingue en termes de réalisme, une grosse, il y a un gros contrôle quand même de ce qui est fait, mais la plupart du temps, c'est une plus qu'agréable surprise, et je vais vous donner un exemple très précis qui est la scène du grand débat dans le cratère en face de la préfecture à Lille. Absolument génial, de entre débat François Morel Vidal-Rigvart. et Cadmerade. Franchement, en l'écrivant, parce que c'est quand même pas évident de faire ça, et je me disais, est-ce que ça va passer, tout ça? Et non seulement ça passe, mais c'est vraiment mieux qu'à l'écriture. Vraiment mieux, quoi. Oui, parce qu'il y a une ambiance, en plus, il y a beaucoup de monde dans cette arène. Oui, alors bon, Il y a- l'ambiance, alors elle est travaillée au millimètre. C'est-à-dire qu'on réunit des groupes de militants à l'avance, c'est moi qui les vois, je leur dis là, il faut dire ça, il faut... Et donc en fait, ce que vous entendez est aussi écrit dans les réactions du public, mais c'est encore mieux que ce que c'était écrit. Je vous dis, voilà. La magie ensuite Ouais, qui se il y a fait une magie. Ouais. à l'image. Alors je pense que vous allez me dire info, mais il paraît que vous relisez la Constitution avant d'entamer l'écriture de chaque saison de Ouais. Baron Noir. Ouais, c'est une info. Bien sûr, parce que souvent, dans les saisons de Baron Noir, c'est le droit qui fait la différence, parce que comme c'est une ode à la démocratie, en fait, ce qu'il est possible de... La dernière limite des personnages, en termes de morale, entre guillemets, ou d'éthique personnelle de comportement, c'est le respect du droit. Et donc, l'encadrement des règles politiques, c'est la Constitution qui la donne. Et donc, c'est un article ou plusieurs articles de la Constitution qui font tourner la saison de Baron Noir. La saison 1, c'est la question de la destitution du président de la République. La saison 2, c'est la question des attentats et donc de l'état d'urgence ou de l'état de siège, etc. Et la 3e saison, c'est l'élection au suffrage universel du président de la République, l'article 4, je crois. Moi j'aurais dit 4, mais j'ai peur de dire une 4, bêtise. j'ai oublié. Et l'article 7 Oui. sur l'empêchement. On va sortir de Baron Noir pour 2 petites questions. Vous adorez la série Succession. Est-ce que c'est une info ou une intox? Non, c'est plus qu'une info. Je l'ai revu il y a 10 jours, les 4 premiers épisodes. Et je suis tellement impressionné, tellement jaloux. Je l'ai vu, je pense, 4 fois. Je vais la revoir en entier parce que j'ai des choses à comprendre dans la 2e saison. Je suis pas... Bon, en construction, ça m'a intéressé, mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir des personnages qu'on n'est pas censé aimer et qui pourtant nous tiennent. Et donc là, il y a un tour de force, il y a une innovation. Il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un grand tour de force. Et il ne faut pas mépriser en disant oui, mais bon, c'est arrivé une fois, mais non. Je pense que ça va arriver d'autres fois, et tant mieux, parce que les anti-héros
C'est une figure majeure de la littérature avant les séries et je vois pas pourquoi, sous prétexte qu'on est diffusé à la télévision, on n'aurait pas le droit de le faire. Il faut le faire. On en reparlera évidemment dans Seriland. Succession, c'est à voir sur OCS. C'est une immense saga familiale si on s'arrête sur le genre, mais effectivement avec des héros qu'on déteste adorer. Vraiment, on vous la recommande. Et d'ailleurs, vous gagnez votre carte VIP dans Seriland, Eric Benzikri, pour cette réponse. Est-ce que j'aurai la chance de pouvoir vous inviter une nouvelle fois dans Seriland l'an prochain pour venir parler d'une nouvelle série dont vous allez tout nous dévoiler maintenant? J'espère que dans un an, ce sera suffisamment avancé pour que je puisse commencer à vous en parler. Mais voilà, comme vous m'avez entendu, vous savez que c'est long. Ouais. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop long. Mais voilà, après avoir beaucoup changé d'avis sur... Là, j'ai l'impression qu'avec Raphaël Chevènement, qu'il écrit avec moi, on commence à voir un peu nous-mêmes de quoi il s'agit. Donc Voilà. encore dans le milieu de la politique ou pas du tout? Non, c'est pas dans le milieu de la politique. C'est la société française telle qu'elle est aujourd'hui. Je crois que c'est très, très actuel. Mais ça se trouve, je vais encore changer d'avis, donc je sais pas. Mais comme tout est politique. Mais voilà, non, Voilà. mais il y a évidemment beaucoup de politique, mais ce que je veux dire, c'est que les thèmes sont politiques, mais que les personnages principaux ne seront pas des hommes et des femmes politiques. Voilà. Merci infiniment, Merci Eric à Benzekri, pour cet entretien. Merci beaucoup. Les Merci. 3 saisons de Baron Noir sont toujours disponibles sur MyCanal. Vraiment, profitez-en. La semaine prochaine, 2 nouveaux épisodes de Seriland vous attendent. Il sera question de santé mentale. Nous plongerons notamment dans la série The Good Doctor. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio produit par ma directrice de cabinet Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par les conseillers de l'ombre Clémence Olivier, Magali Buteau et Tristan Barrault. Si cet épisode vous a plu, écoutez le prochain qui arrive très vite. Et puis surtout, je compte sur vous pour en parler, commenter, nous dire aussi quelles sont vos séries préférées. Rendez-vous sur le groupe Facebook Seriland. Attention, dans Seriland, il y a une règle, enfin en principe, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.